Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter ma petite pile à lire, donc mon petit, on va dire, haul, book haul, qui n'est pas vraiment un haul puisque ça ce sont des choses d'occasion récupérées, mais bon on peut appeler ça book haul. Book occasion on va dire, hein. Donc on commence. En fait, tout simplement dans les choses qu'on avait récupérées, on avait trouvé beaucoup de livres, donc c'est cette pile là, bon il y en avait beaucoup plus que ça, mais j'ai sélectionné cette pile de 29 livres, tout simplement parce que j'ai envie de lire certains, comme je vous ai déjà dit dans ma vidéo précédente sur les encombrants, vlog numéro 6 il me semble, je vous en ai parlé, que j'ai trop envie de lire ce qu'on a trouvé, et donc j'ai fait ma petite sélection de 29 livres que je vais vous présenter de suite. Je vais vous faire je vais pas vous faire des résumés, je vais vous lire les résumés qui sont derrière ces bouquins, parce que tout simplement je ne les connais pas, je les ai lus derrière hier, et j'ai tout apprécié, tout ce que j'ai lu en fait, quand je sélectionnais, eh bien j'ai apprécié et j'ai mis de côté, j'ai essayé de classer un petit peu par livre un petit peu facile à lire, dans le sens pas de prise de tête, drôle, pas compliqué et pas dramatique. Ensuite j'avais mis, il me semble, tout ce qui devient un petit peu plus lourd, plus lourd à digérer on va dire. Ensuite c'est de la jeunesse, je n'ai jamais lu de la jeunesse mais ça me donne envie. Puis j'ai mis des classiques, et enfin j'ai mis tout ce qui est un peu psychologique, dans le sens coaching, des choses comme ça, psychologie, pas psychologie thriller hein, ni drame, mais psychologie éducative on va dire, hein, comme ça. Voilà, donc j'espère que je me fais bien comprendre et que je m'exprime bien et que vous comprenez bien ce que je dis et ce que je lis. Donc on va passer à ce petit book haul, qui n'est pas forcément haul. Allez, eh bien je commence par celui-ci parce que c'est ce que j'ai commencé à lire. Je trouve ça super sympathique, assez drôle. Elle donne le surnom à sa mère qui s'appelle Iceberg. C'est très drôle, enfin bref. Donc Emily Blake, Petit secret, douce vengeance entre les filles. J'ai envie de le lire, hein, donc je suis déjà à la page 12, après j'ai commencé à m'endormir, donc du coup j'ai dû étendre. Le livre est en parfait état, sachant qu'il a été trouvé. Hein. Donc un bon secret, ça se partage. À Silver Spring, apparence et cruauté font la loi. Et ce n'est pas Allison qui dira le contraire. Depuis que sa mère richissime a été arrêtée pour fraude, sa famille et ses amis rêvent de la voir sombrer à son tour. Allison ne va pas leur donner ce plaisir. Attention, tous les coups sont permis. Et tant pis si de vilains petits secrets doivent éclater au grand jour. Après, c'est un premier tome. Il y a un deuxième et pareil. Bon, je vais déjà lire le premier. Je suis pas sûre que je vais en acheter, hein, mais à voir. Donc, j'ai mis ma petite marque-page, ma grosse marque-page. Donc, celui-ci, hein, je vais continuer un peu plus rapidement, sinon on s'en sortira jamais. Celui-ci, ça m'a donné grave envie de lire. Donc, Sylvie Medvedovsky, Le merveilleux divorce de Juliette B. Les éditions Piment. L'autre, je vous ai même pas dit l'édition qui était... c'était l'édition Pocket Jeunesse. Et là, c'est édition Piment. Livre de poche. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? L'état est plutôt bien. Hein, juste un petit peu froissé ici, mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle est plutôt en très bon état. J'adore la couverture, hein, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Et donc, je pense que ça doit se lire assez facilement. Hein, c'est, voilà. Juliette B, la quarantaine alerte. Divorce, c'est le choc. La procédure démarre. Le divorce arrive. Tout devrait bien se passer. Pourtant, rien ne se déroule comme prévu. Ex-mari de mauvaise foi, procédure en cascade. Gamin pas facile, gros souci de l'argent. Juliette va-t-elle baisser les bras? Ce serait mal la connaître. Une comédie drôle, pleine de rebondissements et sur le fond optimiste. Moi, quand j'ai lu tout ça, là, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Mais bon, après, quand ils disent que c'est une comédie drôle, j'espère bien. Sylvie Medvedovsky travaille et élève ses 2 enfants. Elle est divorcée, c'est son premier roman. C'est peut-être un petit peu autobiographique, on a envie de dire. Alors, celui-ci, j'ai envie de vous dire que, par exemple, le journal de Bridget Jones de Ellen Fielding, chez Gelou, je n'ai pas aimé un film, enfin, si, mais bon, je ne peux pas dire que je suis une grosse fan. Et puis, Renée Zellweger, je crois, c'est comme ça. Donc, on dit, je ne suis pas très fan de cette actrice non plus. Bref, donc, ce livre date de 96.
Et donc, il est plutôt en bon état, mis à part quelques pages froissées, pliées, enfin on va dire. Il commence à jaunir un petit peu, mais plutôt en bon état. Bon, ça s'enlève facilement avec de l'eau écarlate. Donc, si on parle un petit peu d'Hélène Fielding, diplômée d'Oxford, elle a travaillé 10 ans à la BBC. Après son premier roman Cause célèbre, elle se lance dans la chronique des aventures de Bridget Jones dans The Independent, le journal de Bridget Jones et sa suite. L'âge de raison, également paru aux éditions J'ai lu, ont connu un succès mondial fulgurant. Donc, sur le roman, bon Dieu, pourquoi suis-je si moche? Dire que je me suis persuadée que je me gardais tout mon week-end pour travailler alors que j'étais simplement en faction devant le téléphone à attendre que Damien m'appelle. Atroce. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Bridget a presque 30 ans et n'est toujours pas mariée. Entre une mère égoïste et des amis plus ou moins en couple, elle cherche le prince charmant qui changera sa vie, son regard sur elle-même et sur le monde. Comment s'y prendre avec les hommes? Par où commencer? Avec un humour décapant, Hélène Fielding trace le portrait d'une génération de femmes socialement responsables, financièrement autonomes, mais affectivement frustrées. Une comédie sentimentale, ironique et tendre. Voilà. Ensuite, bon, il y en a beaucoup, hein. Si vous voulez, prenez-vous une petite tasse de thé ou bien une petite tasse de café. Et ces petits résumés, j'espère que vous donneront peut-être aussi envie de vous lancer dans la lecture de ces livres ou autres livres, mais tout simplement de vous lancer, de lire ou de faire quelque chose de bien qui vous fait du bien. Voilà, il n'y a aucun mal à personne d'autre. Le livre, encore un roman, je ne suis pas fan du tout des romans, mais là je ne sais pas qu'est-ce qui me prend, j'ai trop envie. Donc Les jupes culottes de Françoise Doran. Et j'aime beaucoup aussi cette couverture qui est à la fois simple et très coquette, chez Édition J'ai lu. Plutôt en bon état, un peu de poussière, mais ça on enlève. Bon, un petit peu jauni, mais plutôt en bon état quand même. Après, ce que j'aime moins, c'est les pages un peu rêches et j'aime pas trop cette lecture, cette écriture très soutenue, très, très chargée. J'aime quand il y a un peu plus d'espace. Je ne dis pas non plus que ça soit trop espacé, mais quand c'est trop étouffé, ça m'étouffe aussi un peu en quelque sorte. Vous voyez, ça, j'aime pas, par exemple, les marges trop petites. Donc, ça date de quelle année? Est-ce qu'on va savoir ça ou bien vous en foutez? 84 chez Flammarion. Là, c'est J'ai lu, donc ça doit être plus tard. En général, ce sera un peu plus tard. Ah bah, 85, c'est presque mon âge. Un peu plus jeune. Donc, Françoise Doran, elle poursuit avec un égal bonheur une double carrière. Ses pièces, la facture, l'intox, etc. dépassent le millier de représentations et ses romans. Va voir maman, papa travaille. Lily a une place. Les miroirs truqués, les jupes culottes sont autant de best-sellers. Donc les jupes culottes, Laurent appelle ainsi les femmes qui, comme elle, travaillent et vivent à la manière des hommes, sans pour autant renoncer à leur féminité. Les femmes qui ont le cœur en jupe et la tête en culotte. Et Laurent apprécie intensément cette dualité. Diriger de main de maître et les instituts, elle, sonna, mise en forme, gym, et jouir de sa liberté de femme indépendante, parfois fantasque, sans préjugés ni tabou. Sa rencontre avec Philippe risque cependant de tout remettre en question. Un aimant, c'était trop drôle, un amant séduisant, certes, et d'une jolie fougue, mais qui bientôt rêve d'être un mari, sinon dominateur, du moins protecteur. Non, pas question. Humour et patience, lucidité et modestie, Philippe va tout mettre en œuvre pour la convaincre qu'elle peut l'aimer sans cesser d'être elle-même. Ça fait un peu féministe, hein, mais ça donne envie de lire quand même. Ensuite, celui-ci, il me semble qu'il y avait le film, eh bien on voit bien l'actrice ici, comment elle s'appelle à chaque fois. Donc déjà, il y a Patrick Bruel et puis elle, Cécile de France, Philippe Grambert, Un secret, livre de poche. Donc chez Grasset, normalement, édition Grasset, en 2004, donc ça doit être 2005, un truc comme ça, livre en très bon état, un petit peu plié au niveau de la couverture. Sinon, franchement, bon état. Je vais essayer de trouver de la place un peu avec plus de lumière, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière, on est un peu caché là. Est-ce qu'il y a plus ici? C'est un peu mieux, bon, il y a des ombres, je suis désolée. Souvent, les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents. Le narrateur de ce livre s'est inventé un frère.
Un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les copains de vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas. Et puis un jour, il découvre la vérité, impressionnante, terrifiante presque. Et c'est alors toute une histoire familiale lourde, complexe, qui lui incombe de reconstituer. Une histoire tragique qui le ramène au temps de l'Holocauste et des millions de disparus sur qui s'est abattue une chape de silence. Psychanalyste, Philippe Grambert est venu au roman avec La petite robe de Paul, avec ce nouveau livre couronné en 2004 par le prix Goncourt des lycéennes et en 2005 par le Grand Prix littéraire des lectrices de Elle. Il démontre avec autant de rigueur que l'émotion combien les puissances du roman peuvent aller loin dans l'exploration des secrets à l'œuvre dans nos vies. Vous voyez, ça donne envie, hein. Enfin, je sais pas quand vous, mais moi, ça me donne envie un peu, les romans un peu, un peu historique à la fois et moderne, enfin je sais pas, mais voilà, ça me donne envie. Ça, bon, je vais le nettoyer également, il est un petit peu pas propre, hein. Il faut dire que je n'ai pas eu encore le temps de tout bien nettoyer, tout bien voir, mais en tout cas le livre est en parfait état. On en a un double déjà celui-ci, donc si je l'aime bien, bah, je vais le garder. Un livre de Roy Lewis, un format pocket, donc format poche chez Pocket. Pourquoi j'ai mangé mon père. Le titre est assez space, j'ai envie de vous dire. Ça va se lire facilement et rapidement, je pense, parce que il y a que 180 pages. Et bien, le livre date de... D'ailleurs, l'auteur de ce livre est décédé en 96. Et le livre date de quelle année, tiens 1960, il a sa propre édition, je comprends pas. Ça doit être ça. Et puis chez Actes Sud, 1990. Eh bien, je pense que un poche, il a été édité en 1994. Ça sort un peu plus tard que les formats brochés. Donc, approchez Homo sapiens. Ce livre vous fera hurler de rire. Faites la connaissance d'une famille préhistorique. Édouard, le père génial, inventeur qui va changer la face du monde en ramenant le feu. Vania, l'oncle réac, ennemi du progrès. Ernest, le narrateur, un tantinet béné. Edwige, Griselda et autres ravissantes donzelles. Ces êtres délicieux font le monde autour d'un feu, en dégustant des os à moelle. Regardez-les, découvrir l'amour, s'essayer à la drague et se battre avec l'évolution, situation rocambolesque, personnage hilarant d'un monde où l'homme est pourtant déjà homme. Batailleur, jaloux, ingrat et aussi rétrograde, un miroir à consulter souvent pour y réfléchir. Je ne sais pas, mais bon, on m'avait dit que c'était plutôt sympa, donc je suis un peu perplexe, mais je lirai peut-être. De toute façon, je vous ferai un bilan ou bien les avis de livres que j'ai lus, je vous ferai toujours à part avec 1 ou 2, 3 livres à chaque fois concernant mes avis personnels. Donc celui-ci n'est pas en bon état, mais il me donne envie de lire quand même. Il n'a pas beaucoup de pages non plus, vraiment très très peu. Peut-être autant de commencer par des petits livres, j'en sais rien, pour ne pas avoir une pile énorme comme ça. 121 pages seulement. Donc c'est un livre de chez Collection Folio, de Fred Ullman, L'ami retrouvé, introduction d'Arthur Koestler. C'est un livre sur la guerre, il me semble, si je ne me trompe pas. Il a été, justement, je voulais voir la date, quand est-ce qu'il a été édité. Je ne sais pas si ça vous intéresse, la première fois ça a été édité chez Gallimard. 1971. C'est par l'auteur et puis en format poche, ça a été édité en 1983. Voilà. Donc âgé de 16 ans, Hans Schwartz, fils unique d'un médecin juif, fréquente le lycée le plus renommé de Stuttgart. Il est encore seul et sans amis véritables lorsque l'arrivée dans sa classe d'un garçon d'une famille protestante d'illustre ascendance lui permet de réaliser son exigeant idéal de l'amitié, tel que le lui fait concevoir l'exaltation romantique qui est souvent le propre de l'adolescence. C'est en 1932 qu'a lieu cette rencontre, qui sera de courte durée. Les troubles déclenchés par la venue de Hitler ayant fini par gagner la paisible ville de Stuttgart, les parents de Hans, qui soupçonnent les vexations qui subit le jeune homme au lycée, décident de l'envoyer en Amérique, où il fera sa carrière et s'efforcera de rayer de sa vie et d'oublier l'enfer de son passé, ce passé qui se rappellera un jour à lui de façon tragique. Un peu triste, hein, mais j'ai envie de le lire également. Robert Sabatier, un roman, Les noisettes sauvages. Mon chéri m'avait dit qu'il était plutôt pas mal.
il avait lu. Livre de poche, bon est là, je sais pas qui c'est qui l'a grignoté, peut-être qu'il avait faim, j'en sais rien. Pas super bon état, bon, c'est un vieux livre en même temps, signé malheureusement. Chez les éditions Albin Michel tout d'abord, en 74, et puis ensuite, eh bien, et puis là, il est signé également. L'adresse de quelqu'un, j'en sais rien. Page arrachée. Cool, on saura jamais. Olivier, le petit garçon des allumettes suédoises et des 3 sucettes à la menthe, arrive à Sögue. Ah oui, il n'a pas lu celui-ci, il a lu les allumettes suédoises, c'est ça ce qu'il m'avait dit. Mais ça me donne envie de les lire aussi. Arrive à Sögue, porte du Gévaudan. Là, il rejoint les siens, le Pépé, maréchal Ferrand, la Mémé et leur fils Victor. Dans ce pays grandiose, chaque instant d'Olivier lui apporte une découverte, un émerveillement. Qui sont-ils ces paysans farouches, ces artisans appliqués, ces pâtres pleins de mystérieuses connaissances? Olivier les découvre dans leur existence réelle. Et il y a les originaux, les innocents, les joyeux de rire, et surtout le grand-père. Dans les noisettes sauvages, Robert Sabatier a mis toute la tendresse qu'il porte en lui. Rarement nature et enfance sont apparus dans une telle luminosité. Tantôt drôle, joyeux, tantôt émouvant, poignant, pathétique, ce roman aussi riche de faits vrais offre une rare fraîcheur, une délicieuse poésie. Ça donne envie, c'est un peu nostalgique, on dirait, par quelque chose, c'est très chantant, c'est très doux, enfin bon, ça me donne envie. Ensuite, celui-ci en très bon état. C'est un livre, Histoire de 9 nouvelles, de Daniel Boulanger, Jean-Pierre Chabrol, Agatha Christie, France Fiefeld, Elisabeth Georges, Christian Jacques, Marc Lévy, Ruth Rendel et Claude Vincent. Écoutez, pourquoi pas, édition France Loisirs. Eh bien, d'abord, il a été édité chez Presse de la Cité en 97. Et là, il est de quelle année maintenant, celui-ci ? 2001 chez France Loisirs, en parfait état. Donc ici, vous allez retrouver Histoire de service dangereux de Daniel Boulanger, Le pain blanc du chasseur de Jean-Pierre Chabrol, le point de non-retour d'Agatha Christie, Le cadeau de France Fiefeld, Un petit reconstituant d'Elisabeth Georges, La déesse dans l'arbre de Christian Jacques, À une seconde de près de Marc Lévy, L'âge d'or de Ruth Rendel et La louve de Claude Vincent. Ça donne envie parce que les nouvelles c'est pas mal aussi des fois. Il vaut mieux peut-être lire des nouvelles que des livres entiers, j'en sais rien, mais enfin bon. Je pense que ça va se lire facilement, d'autant plus qu'il n'y en a pas énormément de pages, 257 seulement. Ensuite, View. Henri Troyat, je ne connaissais pas du tout cet auteur, mais je l'avais en tête, enfin je veux dire, j'avais entendu peut-être parler déjà, c'est un nom qui est assez connu, mais je ne connais pas en tant que tel cet auteur, et ça me donne envie de le découvrir avec un grand plaisir. C'est peut-être ma grande honte que je ne connais pas. Il y a beaucoup d'auteurs que je ne connais pas, et malheureusement je ne retiens pas beaucoup de choses de ce que j'ai lu, mais j'espère entraîner mieux ma mémoire en faisant beaucoup de lectures et pouvoir retenir plus facilement et plus longuement les choses que j'ai lues et avoir un peu plus de vocabulaire, un peu plus sympathique quand même. Donc édition Castor Poche, Flammarion, ça c'est pour les adolescents il me semble. Roman junior des 10 ans à 11 ans, des 10-11 ans, pardon. Castor Poche. Le livre en parfait état pour l'endroit où on l'avait trouvé. Enfin, je veux dire aux encombrants, juste une petite tache sur la tranche. Dommage. C'est assez aéré comme écriture. Bon, si c'est pour les enfants, c'est tout à fait compréhensible. Ça me donne quand même envie de le lire. Hein. Donc, on va vous lire un petit peu le résumé. Donc, depuis la mort de son père, View habite au puits chez ses grands-parents. Comme la vie paraît monotone à cette petite fille de 8 ans si entière et passionnée. Entre sa mère qui travaille à Paris, une grand-mère austère et un grand-père lointain, View s'efforce d'affirmer son goût dévorant pour la vie. Ça doit être sympa à lire. Ensuite, pareil, le même écrivain, Henri Troyat, de l'Académie française, roman Alyosha, ou bien, on dit en russe, Alyosha. Et d'ailleurs, il est né à Moscou en 1911, il est arrivé en France en 1920, il est devenu l'un des plus grands écrivains français, et élu à l'Académie française en 1959. Il a publié, entre autres, plusieurs romans cycles, La lumière des justes, Les Aiglettières. Les éditions Gélou ont vendu plus de 12 millions d'exemplaires de ces livres. Vous imaginez? C'est énorme. L'état, bof, pas super, hein, mais bon, pas trop abîmé non plus. Commence à jaunir ce petit bouquin.
Chez Flammarion en 1991. Et donc, format poche, est-ce qu'on va voir la date? Oui. Et donc, c'est 1995, 4 ans plus tard. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite fiche, quelqu'un qui n'a pas fini sa lecture. Donc, le livre, il parle. 14 ans et demi, élève de 3e dans un lycée de nuit, Alosha a le sentiment d'appartenir à une race à part, les émigrés. Pour lui, la vie est synonyme de restriction et de grisaille. Il flotte, sale petit étranger, dont le nom est écorché, étranger même pour ses parents, dont l'unique obsession est de retrouver leur parti. Leur patrie. Rien d'étonnant dès lors qu'il se lie d'amitié avec Thierry Gozlan, un solitaire. Tout en lui paraît mystérieux. Son infirmité, son intelligence, sa culture, sa richesse frileuse. Une relation privilégiée où Vigny, Hugo et Tolstoï sont leurs idoles, avec aussi une attirance commune pour la montagne et ses cheminées de fées. Une amitié d'autant plus intense qu'elle se termine de façon tragique, l'intuition qu'ils ont partagée. Oh, c'est trop triste, mais bon, j'ai envie quand même de le lire, j'ai envie de le découvrir. Il y a très peu de pages, on verra si ça se lit facilement, parce que parfois c'est assez trompeur, même avec très peu de pages, on peut lire difficilement certains romans s'ils sont très tragiques. Je pense à changer de place parce que j'ai très froid, j'ai très mal à mon dos. Comme j'ai été chez l'ostéo tout à l'heure, on va pas gâcher son travail. Mon dos et mes épaules, je vais le mettre comme ça plutôt, ça va mieux. Donc désolée pour ce fond très coloré. Le suivant, Henri Troyat, que vous devez reconnaître d'ailleurs. Henri Troyat, toujours de l'Académie française, votre très humble et très obéissant serviteur. Roman. Plutôt en bon état, vieux parce que c'est vieux. Quelques petites taches quand même sur la tranche. J'ai toujours envie de dire sur la tronche. Édition Gélou. Chez Flammarion en 96, chez Gélou ça doit être 97, tiens. Donc, qui est aussi court, 250 à peu près pages. Pareil, on va pas redire peut-être le même récit qu'on avait lu tout à l'heure sur Henri Troyat, mis à part à rajouter saga au simple roman, 3 points communs, émotion, authenticité et talent. Alors, on entend toujours les voisins, je suis désolée pour ce bruit. Secrétaire à la chancellerie de l'impératrice Catherine. Quel merveilleux poste d'observation pour le jeune Constantin Chevetsov. À l'écoute des secrets des seins de la tsarine, il est aussi le témoin de sa vie amoureuse. C'est très difficile de lire les noms russes en français alors que je peux les lire en russe. De Potemkin, si vous voulez, en russe c'est Potemkin. À Alexandre Lanskoï, la souveraine se plaît en effet à collectionner les amants. Prestigieuse, la fonction présente néanmoins des risques. Jalousé par l'un des favoris de l'impératrice, Constantin est envoyé à Paris. Or, en 1789, qu'y a-t-il de plus différent que la Russie, pays de tradition, et la France, terre de subversion? En dépit de sa passion pour l'or, femme licencieuse et arriviste, il prendra en horreur la violence qui règne en France et retournera finalement à Saint-Pétersbourg. Mais là-bas aussi, les choses ont bien changé. Atrocité de la terreur, intrigues de cour, naissance de nouvelles sociétés. C'est l'histoire d'une époque fascinante qui est ici romancée, mais aussi l'histoire des hommes toujours recommencés. Franchement, ça doit être très sympathique, intéressant et historique. Ensuite, on passe aux choses un peu plus tristes. Donc, vous voyez, ça s'en allait de plus gai au plus triste. On y va. Marcel Aimé, La Vouivre. Je crois que c'était aussi un film, puisqu'on voit dessus un acteur. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Donc, édition Folio, le livre est abîmé. Non, le cachons pas. Ça se voit. De toute façon, les livres que j'aurais lus et que je ne voudrais pas les relire une deuxième, troisième fois, ou que je n'aimerais pas, parce que chacun a ses goûts et puis peut-être quelqu'un d'autre les aimera, eh bien, je les mettrai en vente sur mon site Vinted, enfin sur ma page Vinted, ou bien, non, pas ou bien, sur ma page Vinted, Le Bon Coin et également Facebook. Édition, d'où l'intérêt de vous présenter également Loretta. Donc si jamais voilà, j'ai pas aimé ou bien j'ai envie de le revendre, eh bien vous savez où le trouver. En me contactant tout simplement. Je fais des envois également. Année 1989. Derrière la vipère apparut une fille jeune, d'un corps robuste, d'une démarche fière. Ça m'a donné envie celui-ci.
Vêtue d'une robe de lin blanc arrêtée au bas de genoux, elle allait pieds nus et bras nus, la taille cambrée à grands pas. Son profil bronzé avait un relief et une beauté un peu mâle. Sur ses cheveux très noirs relevés en couronne était posée une double torsade en argent, figurant un mince serpent dont la tête dressée tenait en sa mâchoire une grosse pierre ovale d'un rouge limpide. D'après les portraits qu'on lui en avait tracés et qu'il avait cru jusqu'à l'heure de fantaisie, Arsène reconnut la vouivre. Ça donne envie, n'est-ce pas? Marcel Aimé, 1902-1967, prix Renaudot, avec la table au crevé, est l'auteur de La Jument verte, Le chemin des écoliers, Le passe-muraille, Uranus, La belle image. Écoutez, ça donne vraiment envie de lire ce genre de livre. Je vais voir cet auteur, si j'aime, j'achèterai peut-être d'autres de ses ouvrages. On verra. Joseph Joffo ou Joseph Joffo, je ne sais pas comment on prononce bien, Un sac de billes. J'en ai entendu beaucoup parler. Bon, quelqu'un qui s'est amusé à lui faire des yeux doux comme ça avec les cils dessinés tout autour des yeux. Mais je n'ai jamais lu. Et j'ai envie de le lire parce que je pense que ça doit être plutôt un classique aujourd'hui. Livre de poche, donc édition. État très moyen parce que assez abîmé. Je pense que quelqu'un l'a dû lire plusieurs fois. Première édition 1973. Et ensuite chez Poche. Est-ce qu'on va trouver une date? Avis de Bernard Clavel. Ce livre qui est celui de la peur, de l'angoisse, de la souffrance, aurait pu être aussi le livre de la haine. Mais il est en fin de compte un cri d'espoir et d'amour. L'avis de Joseph Cassel. Parmi les témoignages sans nombre consacrés au temps maudit, celui-là est unique. Par la nature de l'expérience, l'émotion, la gaieté, la douleur enfantine. Est conté de telle manière que l'aventure saisie entraîne, porte le lecteur de page en page et jusqu'à la dernière ligne. J'adore des livres comme ça. Un humour à la Chaplin, des souvenirs déchirants et cocasses. Il faut lire en ce moment surtout Un sac de billes, François Nourricier. Et enfin La Croix, donc une spontanéité, un humour, une tendresse, une émotion discrète qui en font un livre pas comme les autres. Franchement, ça donne vachement envie de le lire et de découvrir ce que c'est. Ensuite, Kafka, un vrai classique que je connais malheureusement pas. La Métamorphose, édition de Claude David, chez Folio Classique. Quelle année D'abord, c'était chez Gallimard, ensuite... Donc, l'année 2009, par contre, l'état, il est parfait, hein, en très bon état. Franz Kafka, La Métamorphose, traduction de l'allemand par Claude David, parce que c'est un tchèque juif, je crois, qui parle la langue allemande, un truc comme ça. La métamorphose révèle une vérité méconnue, les conventions disparaissent, les masques tombent. Le récit qui porte ce titre est un des plus pathétiques et des plus violents que Kafka ait écrit. Ça par contre... Les effets en sont soulignés à l'encre rouge, les péripéties embranlent les nerfs du lecteur. C'est l'histoire excessivement répugnante, dit l'auteur, d'un homme qui se réveille changé en cancrelat. Cette transformation est un châtiment imaginaire que Kafka s'inflige. Et son personnage est celui qui ne peut plus aimer ni être aimé. Le conflit qui se déroule dans une famille bourgeoise prend une ampleur mythique. Seuls quelques éléments, comiques ou grotesques, permettent de libérer de l'oppression du cauchemar. Waouh! Mais voilà, j'ai envie de le lire tout simplement parce que c'est un grand classique. Et de découvrir un petit peu sa plume. Jan Kefelec. La vidéo, elle dure déjà une éternité. Je suis navrée. Il m'en reste encore un peu moins de moitié. Le maître des chimères. J'ai vu mourir Jésus. J'ai même aidé. Je remuais dans la bassine avec un bâton le sang que jaillissait par la carotide. Des gouttes giclaient sur les côtés. Des poules. Berck. L'état moyen. Je pense qu'il a été pas mal lu. Il a même été plié cette page. J'aime pas ça. Elle était sortie en 1992. Désolée si je dis souvent elle, parce qu'en russe, le livre, c'est féminin. Et c'est pour ça que je me trompe souvent sur les masculins et féminins. Donc, première édition, Juillard. À l'apparence, Francis Pavin est tout pour être heureux. Chaque soir, il triomphe au théâtre avant de rentrer retrouver une petite fille adorable et une épouse aimante dans la chaleur de leur foyer. Lui seul connaît l'envers du décor. Lui seul sait ce qui dissimule
ce qui dissimule ce bonheur trop parfait. Jadis, il a aimé une autre femme, il a eu une autre vie. Il suffira de presque rien, d'une photo mystérieusement ressurgie du passé pour que ressuscitent les anciens drames. Torturé par les remords, combien de temps le drôle, le brillant Francis réussira-t-il à jouer encore son propre rôle? Voilà, oui, j'ai envie de le lire. Ensuite, on passe à des choses un petit peu moins lourdes, comme de la jeunesse. Chez Folio Cadet, l'école des massacreurs de dragons, de Mulan, illustré par Bilbasso, une princesse pour Wiglaf. L'état un petit peu abîmé. On voit quelques pliures. Voilà. Ah oui, il se déchire carrément. Ouh là là, ce livre, il va terminer dans la poubelle malheureusement, mais je vais quand même le lire. Parce que là, je ne peux pas le donner à qui que ce soit. Bien le donner peut-être oui, mais bon. Dommage, hein. J'aime pas quand les livres sont faits de ce style-là parce qu'ils se déchirent, c'est pas possible. Il a été sorti en 98 par édition Bilbasso, Mulan 98, pareil, et puis édition Gallimard Jeunesse 2001. L'élo de mon cœur aura les cheveux roux, son prénom commencera par un W, il sera massacreur de dragons, a décidé la princesse Rototo. Pour le directeur de l'école, Wiglaf semble le candidat idéal, d'autant qu'il y gagnerait une marmite pleine d'or. Mais Wiglaf n'a pas du tout l'intention de se marier. Ses amis Angus et Rika parviendront-ils à le tirer de ce mauvais pas? Une nouvelle aventure pleine d'humour et de suspense dans l'atmosphère mystérieuse des légendes médiévales. À lire dès 8 ans. C'est bon, hein? J'ai l'âge, non? Il faut se détendre des fois, les enfants. Collection Passion de lire. Donc, c'est la collection série Chair de poule, La Tour de la Terreur, Bayard Poche. Je me suis dit, vu que c'est pour la jeunesse, je ne vais pas avoir trop peur. Hein. Le livre est en bon état, mais commence à jaunir, malheureusement. Un personnage, je pense. Est-ce qu'on va trouver la date, donc son âge? Je pense que c'est 1996, si je ne me trompe pas. Ah, ça c'est cool, ça c'est collé. Eh bien, je ne vais pas y toucher, vous savez. Donc, les visites risquées. À Londres, la Tour de la Terreur est réputée pour avoir été un lieu d'emprisonnement et de torture. Sue et son frère Eddie ont très envie de la voir de plus près. Mais au cours de leur visite guidée, ils s'égarent et se retrouvent face à un personnage menaçant aux allures de bourreau. Sortiront-ils indemnes de cette sinistre prison? Frisson garanti, on verra bien. Ensuite, il faut sauver papa. Folio Junior. Je sais pas ce qui m'a pris, hein, mais j'ai envie. Je vous ferai peut-être une vidéo complète avec tous les livres, bouquins enfants, quoi. Ce que j'ai lu et ce que peut-être vous fera envie aussi, j'en sais rien, ou à vos enfants. Donc 2006, sortie du livre, plutôt en bon état. Oui. Donc Pete Johnson, il faut sauver papa. Sa garde-robe est à pleurer, il ne connaît que la recette du pain grillé, ignore le sens du mot aspirateur. Claire et Joey en sont convaincus. Si leur père ne change pas, c'est le divorce assuré. Ils décident de l'aider et lancent l'opération Père Nouvelle Version. Au programme, travaux ménagers, sport et changement de look. Mais il faut faire vite, car un danger pointe à l'horizon. Il s'appelle Roger Saumon. À partir de 10 ans, normalement chez Gallimard Jeunesse, après le succès de Comment éduquer ses parents, Pete Johnson dresse un nouveau tableau plein d'humour des relations familiales. C'est sympa. Un autre pour les enfants, et puis j'ai plus rien pour les enfants, je pense. L.S. Matthews, Folio Junior, l'incroyable histoire du poisson dans sa bouteille. Édition Gallimard Jeunesse également, donc 2005, ça a été sorti, état parfait. Pas de taches, pas de pliures, pas de déchirure, rien. Cette histoire commence le jour où j'ai trouvé un poisson dans une mare boueuse. Ce même jour, nous avons dû partir, quitter le pays en guerre où mes parents étaient venus aider les gens. Papa, maman, mon poisson et moi, nous avons affronté la faim, le froid et traversé les montagnes. Heureusement, le guide, un homme sage qui semblait tout savoir, nous a montré le chemin. Avec lui, nous sommes allés jusqu'au bout du voyage. Maintenant, il y a quelqu'un qui fait des travaux. Non, mais j'hallucine, franchement.
un autre livre qui est un petit peu entre jeunesse, je pense, c'est quand même jeunesse, livre de poche jeunesse, qui s'appelle Humaine de Rebecca Maisel. Date d'édition 2013 dans ces éditions-là. Donc après, je vais tout nettoyer. Hein. Ça se nettoie, ça c'est de la poussière. C'est le tome 1 et si j'en ai envie, j'en achèterai un autre après. Le livre est en très très bon état, franchement. Et j'adore des livres comme ça, un peu mous là. Mais j'aime pas les froisser, donc je les lis très très doucement. On voit même pas que je les ai lus. Ah, quelqu'un qui a aussi oublié ici sa marque-page. Ou bien il a été juste laissé par le vendeur. Parce que souvent, quand on achète, ils nous mettent des marque-pages dedans. Donc, je te libère, Léna Baudon. Garde espoir et sois libre. Ce sont les derniers mots dont je me souvienne. Avant eux, j'étais la vampire la plus belle et la plus cruelle de tous les temps. Maintenant, je suis une jeune fille de 16 ans. Je veux sentir le soleil sur ma peau et ce que c'est qu'être amoureuse. Je veux savoir ce que ça fait de redevenir humaine. Voilà. Pourquoi pas? J'adore la couverture également, je trouve ça très très joli. Ensuite, on passe au classique Shakespeare, Macbeth. J'ai envie de le lire, je n'ai jamais lu, je n'ai jamais vu, pour ma grande honte. Mais écoutez, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc, dans cette édition, il a été sorti en 1997. C'est une édition Librio. On avait plein de livres comme ça qu'on a déjà vendus. Il y avait Sherlock Holmes et tout ça. Alors, William Shakespeare, 1564-1616, poète dramaturge anglais. Il nous a laissé une œuvre immense qui fait toujours les merveillements d'un public innombrable. Est-ce un poignard que je vois là, devant moi, la poignée vers ma main? Viens que je te saisisse. Les sorcières ont-elles dit vrai? Aveuglé par l'ambition, Macbeth serait-il assassin de son bienfaiteur? Pour prendre place sur le trône d'Écosse, tuera-t-il son plus fidèle ami? Au bout du drame, une force le pousse, une autre le retient. Misérable scrupule, Lady Macbeth sait en venir à bout. Excitant les passions obscures, elle force le destin. Et l'irréparable s'accomplit. Voici que des spectres apparaissent sur les mains de Lady Macbeth. Le sang refuse de s'effacer. On dit que les pierres ont bougé, que les arbres ont parlé. L'ordre des choses est inversé. Les ténèbres envahissent la raison. Où en est la nuit, alors indécise de sa lutte avec le matin? Oui, pourquoi pas. Celui-ci, ça m'a donné beaucoup envie. Mon ami, mon chéri Lalou, il m'a dit que c'était pas mal. Balzac, La peau de chagrin. Il m'a même dit que c'était pas mal, que c'était très bien. Ça va. Je pense que c'est l'époque des livres où il y avait les tranches, l'époque où l'édition sortait ses livres avec les tranches de couleur. J'en avais déjà avec rouge, maintenant c'est avec du jaune. Franchement, il est en bon état. Et la date de sortie, c'est pas marqué. Et ben c'est 1984. La date, l'année d'anniversaire de ma sœur. Un jeune marquis désespéré, Raphaël de Valentin, reçoit des mains d'un vieux antiquaire un étrange cadeau. Une peau de chagrin ayant le pouvoir de satisfaire tous les désirs de son propriétaire. Mais le vieillard l'avertit, vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Raphaël deviendra riche et célèbre, mais à chaque désir comblé, la peau sera cornie. Seul l'amour pleinement partagé laisse la peau intacte. Balzac a voulu montrer combien la puissance des désirs et la dissipation des idées réduisaient la force spirituelle qui est en chaque être. Cette œuvre fantastique qui fait partie des études philosophiques de la comédie humaine est l'un de ses romans les plus lus. J'ai envie de le lire. Franchement, ça donne vraiment envie, mais je pense qu'il est très long. Enfin, très long. 370 pages à peu près. Il nous en reste plus que 4 livres. Éric Holder, Mademoiselle Chambon. Bon état, un peu jauni. Mais jauni, je pense plutôt par vieillesse, puisque j'ai même pas l'impression qu'il a été ouvert, ce livre. Et donc, il date de 1998. Éric Holder, né à Lille en 1960, après avoir passé son enfance en Provence, étaté de divers petits boulots, il s'installe un temps à Paris, puis dans un hameau de la Brie, où il vit désormais. Après L'homme de chevet, publié chez Gélou en 1997, Mademoiselle Chambon l'a rendu célèbre. Antonio ne connaissait Mademoiselle Chambon que de nom.
Jusqu'au début de ce mois de février, elle n'avait jamais été qu'une signature au bas d'un carnet qui survolait. La tâche de lire. Lui semblait-il un incombé à un mari. À peine avait-il vu le même nom paraphé des convocations des parents d'élèves. Antonio est maçon et mène une vie tranquille en compagnie de sa femme Anne-Marie et de leur fils Kevin. Un jour, il va chercher Kevin à l'école et rencontre l'institutrice Mademoiselle Chambon. Entre eux, peu de mots, mais ils sont de ces êtres qui se reconnaissent sans se connaître. Quelque temps après, il lui demande de venir remplacer une fenêtre chez elle. Magnifique roman d'amour, tragique et dérisoire réalité de la vie. Il est toujours trop tôt, trop tard, et l'on passe à côté de l'essentiel. Le drame, c'est d'en être conscient. Oui, ça doit être un peu tragique quand même. Ensuite, ça c'est un petit peu spécial, mais j'ai envie de le lire, mais je vous avoue que j'en avais jamais envie de lire cet auteur. Je ne sais pas pourquoi, ça me paraît un peu trop spécial pour moi, je sais pas. Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement. Mais j'ai envie de découvrir quand même ce qu'elle écrit. Livre de poche, assez abîmé. Je pense qu'il a été pas mal lu quand même. Et paru en 2001, un livre de poche. Au début des années 90, la narratrice est embauchée par Yumimoto, une puissante firme japonaise. Il va découvrir à ses dépens l'implacable rigueur de l'autorité d'entreprise. En même temps que les codes de conduite incompréhensibles aux profanes qui gouvernent la vie sociale au pays du soleil levant. D'erreur, un maladresse et un échec commencent alors pour elle, comme dans un mauvais rêve, la descente inexorable dans les degrés de la hiérarchie jusqu'au rang de surveillante de toilette, solide l'humiliation dernière. Une course absurde vers l'abîme, image de la vie, où l'humour percutant d'Amélie Nothomb fait mouche à chaque ligne. Entre le rire et l'angoisse, cette satire des nouveaux despotismes aux échos kafkaïennes a conquis un immense public et valu à l'auteur d'Hygiène de l'assassin le grand prix du roman de l'Académie française en 1999. Oui, c'est un peu spécial, hein, mais bon, j'ai envie de découvrir. Je suis désolée, ça n'arrête pas le bruit là, je sais pas ce qu'ils font à aller sortir, à rentrer, enfin ça c'est chiant. Ramon Queneau, Les fleurs bleues. Aussi, c'est un peu spécial, c'est pour ça que je les ai mis un peu à la fin, on verra bien. En tout cas, l'état est très bon. Est très bon l'état de livre. Il faut juste que je nettoie à l'eau écarlate un petit peu la couverture, ce que je vais faire avant de mettre les photos. Il a été, il est édité chez Folio et l'année d'édition est 2009. On connaît le célèbre apologue chinois Chuang-Tzu, rêve qu'il est un papillon, mais n'est-ce point le papillon qui rêve qu'il est Chuang-Tzu? De même, dans ce roman, est-ce le duc d'Auge qui rêve qu'il est Cidrolin, ou Cidrolin qui rêve qu'il est le duc d'Auge? Ouais. Je me prononcerai après avoir lu ce livre. Ensuite, celui-ci, désolé l'état, je vais le nettoyer. Jacques Salomé, Le courage d'être soi. Et là, on passe au livre un petit peu psychologique. Édition Pocket. Une charte du mieux-être avec soi-même et avec autrui. Donc il a été paru en 2009 chez cette édition-là. Il est en bon état, mis à part cette couverture un peu crade que je vais nettoyer évidemment. Cet ouvrage de Jacques Salomé nous initie à l'art de communiquer en conscience et nous propose entre autres quelques repères pour explorer les zones d'ombre de notre personnalité qui nous enchaînent dans notre relation avec autrui et avec nous-mêmes. Apprendre à surmonter les violences, blessures et souffrances, sortir des fidélités contraignantes et aller de la fidélité de l'autre à la fidélité de soi, à la fidélité à soi. Vivre les deuils successifs de notre existence et en sortir plus grand. Découvrir l'espérance spirituelle qui est en chacun de nous. Un pont entre la psychologie et la spiritualité. Bon, ça peut être intéressant comme un yo-yo, tout dépend de l'humeur de chacun, de l'envie de lire et puis des savoirs de chacun, je pense aussi, hein, de l'état dans lequel on sera en lisant ce livre. Donc Pierre Daco, Psychologie et liberté intérieure, fantasme, refoulement de la personnalité, dépression, subversion, intelligence, psychanalyse, relation des cas. C'est un petit peu lourd quand même, hein, mais ça doit être intéressant. Donc c'est Marabout Service. Je connaissais pas. Marabout, je connais, mais Marabout Service, bon, bref, c'est Marabout, hein, édition Marabout. État passable, on va dire. Hein. Il a été bien lu, hein. Bien vécu. 1990, donc voilà.
un peu jauni. La liberté intérieure est semblable à un gisement mal exploité. Elle s'écarte totalement de la plupart des normes apprises ou imposées. Dès l'enfance, des centaines de prisons psychologiques, sociales, morales enferment les êtres. Beaucoup entretiennent inconsciemment leur propre géole. Plus tard, beaucoup cherchent à s'évader par les fantasmes, la dépression, le départ vers nulle part. Dans ce livre, Pierre Dac propose diverses démarches aboutissant à la libération profonde de la personnalité humaine. Et surtout, l'auteur fait confiance à l'intelligence qui est présente dans son acception la plus authentique. Voilà, je me prononcerai après. Et enfin, le dernier pour aujourd'hui, Françoise Dolto, Tout est langage. Je pense que ça doit être un petit peu dans le même style. Donc, livre de poche, plutôt bon état, mais un petit peu jauni. Et puis bon, ça s'est coloré la tranche jaune, mais jauni un peu légèrement à l'intérieur. Date d'édition... je pense que c'est moi qui les retrouve pas. Je ne pense pas qu'ils soient invisibles, ces dates, quand même. Bon, on a un petit peu d'abîme, là, on voit bien. Enfin, d'abîme, un peu de taches abîmées, qui a abîmé ce livre. Année 87. Ce livre est un écrit d'après une conférence faite à des psychologues, des médecins et de travailleurs sociaux. Je désirais faire saisir à ceux qui s'occupent d'éducation, d'enseignement, de soins aux enfants et aux jeunes en difficulté physique, psychique, affective, familiale ou en difficulté sociale, l'importance des paroles dites ou non dites sur des événements qui marquent la vie d'un enfant, souvent à son insu. Mon propos est d'éveiller ce public d'adultes vivant au contact d'enfants au fait que l'être humain est avant tout un être de langage. Ce langage exprime son désir de rencontrer un autre, semblable ou différent de lui, et d'établir avec lui une communication. Que ce désir est inconscient plus que conscient, c'est ce que je veux faire comprendre. Que le langage parlé est un cas particulier de ce désir et que bien souvent il fausse la vérité du message, à dessein ou non. Que les effets de ce jeu de masque de la vérité sont toujours vitalisants pour l'enfant en cours de développement. L'enfant a besoin de la vérité. Il y a le droit. Il y a le droit. Il y a... Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes envies de lecture et puis les résumés de ces livres. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous plaît en particulier, juste pour savoir par curiosité par quel type de livre vous êtes attiré, roman, thriller, je sais pas moi, humour noir, je sais pas ce qu'ils existent comme en psychologie, un peu voilà. Lancez les commentaires, comme ça on verra qui lit quoi. Et peut-être mettez aussi vos livres préférés parmi ceux que j'ai cités si vous avez déjà lu quelque chose, sinon parmi ceux que vous avez lus. Citez-les et puis peut-être que ça pourra donner des idées à d'autres personnes qui voudront lire quelque chose que vous avez lu vous-même. Et comme ça, on pourra s'échanger de nos avis sur nos lectures. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment pour votre attention, pour votre fidélité et pour bienvenue aux nouveaux abonnés également. Et voilà, donc je vous dis à une très prochaine vidéo, à très bientôt. Ciao!